Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième conférence macroéconomique sous ce nouveau format pour Gay-Lussac Gestion. Donc à mes côtés, bonjour Hugo Voilhomme. Bonjour Louis et bonjour à tous. Voilà, donc le scénario que l'on vous propose, ça sera en 4 étapes. Il y aura 3 étapes macroéconomiques, on va parler un peu de stratégie. Et bien évidemment les questions-réponses à la fin où j'espère que vous serez nombreux à nous poser beaucoup de questions. Et donc Louis, penses-tu que nous sommes dans une économie en Goldilocks, c'est-à-dire une économie en phase de désinflation et en plus avec une croissance économique modérée, ce qui est favorable aux actions et aux obligations? Alors, cher Hugo, clairement, à court terme, on voit que le scénario obligataire n'est pas très porteur pour les marchés financiers, parce qu'on a vu que finalement, encore en zone euro, le chiffre de l'inflation, que ce soit en France, en Allemagne, en zone euro, est sorti largement au-dessus des attentes, ou même en accélération sur le mois de février à 5,3%, alors qu'on n'était qu'à 5% de mémoire au mois de janvier. Donc clairement, on voit que les taux 2 ans sont revenus à un plus haut historique. Donc clairement, aujourd'hui, la BCE ne se cache plus qu'elle va encore augmenter de 50 points de base ses taux au mois de mars. On pense même peut-être encore 50 points de base de taux au mois de mai et 25% de points de base au mois de juin, ce qui ferait un taux terminal de 3,75%. Aujourd'hui, les taux 2 ans allemands sont quasiment à 3,20, donc on y est bientôt. Donc aujourd'hui, vous savez comment ça se passe, souvent il faut acheter les taux obligataires, donc ce qu'on appelle les govies, les emprunts d'État, souvent quand on pense que la Banque centrale va arriver au pic de la remontée des taux. Donc si on pense qu'au mois de juin, elle va remonter encore jusqu'à 3,75, on pense que dans les prochaines semaines, mois, ça va redevenir très favorable d'acheter de la dette d'État des emprunts européens. Concernant les États-Unis, c'est un peu pareil, sauf que le cycle américain, lui, est plus avancé dans le cycle de resserrement. Donc on a vu, pareil, au mois de mars, les États-Unis devraient augmenter normalement de 25 points de base, même si certains, avec les derniers chiffres d'inflation, pensent qu'on pourrait monter à 50 points de base. Donc le marché se joue à se faire peur. Vous vous rappelez, le taux cible de la Fed, c'est entre 5 et 5,25. Et même certains pensent qu'elle pourrait monter à 5,5 ou 5,75. Mais la Fed a bien rassuré en disant « je préfère rester à 5, 5,25 et rester beaucoup plus longtemps et que rebaisser trop vite les taux ». Donc clairement maintenant tout le consensus qui voyez, vous vous rappelez le fameux pivot dès le deuxième semestre 2023, maintenant on attend les premières baisses de taux, pas avant moins le premier trimestre 2024. Donc également, aujourd'hui, indépendamment des effets de change, c'est clairement quelque chose qui peut revenir dans une allocation, acheter également de la dette américaine comme la dette européenne. Concernant le marché action, qui est lui drivé par la croissance des bénéfices par action, on voit que nombreuses grandes maisons sont en train de réviser la croissance mondiale et même la croissance européenne. Maintenant, tout le monde attendait une récession en Europe. Rappelez-vous, au mois de novembre l'année dernière, on attendait à peine une croissance à 0,3 en Europe et ça a été révisé à plus 0,9. De même, grâce à la rouverture de la Chine, on pense que la croissance mondiale va continuer d'être révisée à la hausse jusqu'à quasiment 2,3%. Et je vous rappelle que chaque impact positif de croissance mondiale a un impact directement positif sur la croissance des bénéfices par action. La bonne nouvelle, c'est que quasiment depuis 3 semaines, depuis les publications des 4e trimestres, donc des chiffres d'affaires annuels, il y a même eu plus de révisions à la hausse des bénéfices par action, alors que tout le monde attendait cette fameuse baisse des bénéfices qui finalement n'est pas du tout arrivée. Et donc ça, c'est vraiment un vrai soutien pour le marché action, parce que je vous rappelle que les attentes sont extrêmement faibles et extrêmement basses pour les attentes pour les bénéfices par action pour 2023. Vous savez quand ça se passe, normalement les analyses, le consensus attend toujours plus 10% de bénéfices par action au début d'année et révise toujours à la baisse. Et bien cette année, c'est un peu l'inverse, les attentes étaient extrêmement basses et au contraire, on a même plutôt ces révisions à la hausse. Et vous savez comment ça se passe, le marché souvent, lui, anticipe le point bas des bénéfices par action. Donc, d'après, bon, il faut faire un peu attention à ce que dit le consensus, mais normalement, on aurait peut-être souvent atteint le point bas des bénéfices par action au premier ou au deuxième trimestre de cette année. Donc, si c'est le cas et qu'on a touché un point bas des bénéfices par action et qu'on repart avant, clairement, il faut privilégier le marché action. Donc ça, c'était sur la partie croissance des bénéfices. Et ce qui est très important sur le graphique que vous voyez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle le Hope Phase. Donc c'est un graphique que nous parle Goldman Sachs. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il dit que l'année dernière, en 2022, vous avez eu un dérating du marché, non pas sur les earnings qui ont tenu, mais sur le P du PE. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un dérating du PE. Et cette année,
vous allez voir qu'en 2023, même si les bénéfices par action sont en légère baisse ou flat, on pourrait avoir un re-rating parce qu'on va acheter la croissance future. C'est ce qu'on appelle la fameuse hope phase pour Goldman Sachs. Et on pense qu'on est vraiment au tout début de cette phase où le marché peut continuer de re-rater parce que notamment le marché européen ne se paye vraiment pas très cher. Hugo nous parlera tout à l'heure si le marché des small caps est pas cher, est-ce qu'il faut revenir. Mais clairement, le marché européen dans son ensemble aujourd'hui n'est pas cher avec des bénéfices par action qui sont assez faibles. Donc, ok, certains vont nous dire il y a beaucoup de mauvaises nouvelles encore pricées, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais c'était complètement déjà pricé en grande partie par des bénéfices par action qui sont très faibles et les surprises sont plutôt positives en ce moment, ce qui nous rend relativement confiants sur le marché action européen. Cher Hugo, après un fort rebond des valeurs cycliques et d'un moment fort bêta depuis fin septembre, est-ce qu'il y a encore beaucoup de place pour ces valeurs à fort bêta qui ont nettement surperformé le marché depuis 4-5 mois? Alors nous pensons que les valeurs cycliques ont atteint ou sont très proches d'atteindre leur pic de surperformance par rapport aux valeurs défensives et de qualité. Comme vous pouvez le voir sur le graphique qui est réalisé par Goldman Sachs, qui compare un basket de valeurs cycliques par rapport à un basket de valeurs défensives, on voit qu'il y a une très nette surperformance de ces valeurs à fort bêta, donc de septembre 2022 jusqu'à aujourd'hui. Cette période-là, d'ailleurs, est très similaire à ce qui s'était passé après la découverte du vaccin contre le Covid. Donc, et cette période où on a eu cette surperformance des valeurs cycliques, donc de novembre 2020 à mars 2021. Et on voit que ces deux phases sont très similaires et que donc nous serions proches, en tout cas, de ce pic de surperformance. Et donc, qui dit pic de surperformance des valeurs cycliques, dit pic de sous-performance, si je peux dire, de notre processus d'investissement, qui, vous le savez, est basé donc sur une faible volatilité, un faible bêta et un momentum de performance fort, et qui finalement se traduit d'un point de vue fondamental par un investissement dans des sociétés de grande qualité, c'est-à-dire avec des retours sur capital employé bien supérieurs à la moyenne, et également en termes de cash flow, de la visibilité et de la récurrence. Et bien ces valeurs-là qui ont sous-performé depuis septembre 2022, nous sommes convaincus qu'elles vont revenir sur le devant de la scène et vont se remettre à surperformer en ligne avec notre process d'investissement. Hugo, le fameux retour en grâce des small caps, enfin on l'attend vraiment depuis 2018. Oui. Eh bien, écoutez, nous on pense qu'il va arriver, on y croit fort. C'est-à-dire quand on regarde, donc pour faire l'analogie entre la surperformance des valeurs cycliques dont je parlais depuis septembre à aujourd'hui, mais en fait il en est de même pour les small caps. Quand on regarde de septembre à aujourd'hui, l'indice Eurostock 50 a presque performé de 25%, quand l'indice Microcap Europe de MSCI, lui, n'affiche qu'une performance inférieure à même à 5%. Donc on a un retard qui est assez flagrant, qui s'explique en premier lieu par la peur d'une crise de liquidité, ce qu'on avait un peu observé en septembre-octobre, et beaucoup d'investisseurs ont craint ce retour du risque de liquidité. Et finalement, depuis début 2023, on observe enfin un retour de la collecte nette qui n'était pas du tout le cas en 2022, donc des flux qui redeviennent positifs, qui vont commencer à aider à nouveau cette classe d'actifs à surperformer. Et également, donc non seulement il y a cet aspect flux, plutôt technique, mais surtout d'un point de vue fondamental, et c'est là l'essence même de l'investissement de manière générale, mais on observe une décote de valorisation qui est très forte des small caps par rapport au large cap. Et tout investisseur qui se respecte sait théoriquement, une small cap doit afficher un premium de valorisation par rapport à une large cap de manière générale. Pourquoi? Parce qu'elle a un réservoir de croissance plus fort, donc plus de potentiel de création de valeur future, donc devrait avoir un premium de valorisation. Et comme vous pouvez le voir sur les graphiques, que ce soit en price to earning ou en price to book, non seulement on est largement en dessous de la moyenne historique en termes de valorisation des small par rapport au large, mais en plus, et c'est assez aberrant, on observe une décote de ces small caps par rapport au large cap. Et donc, en lien avec le retour des flux, enfin, et cet aspect de valorisation, nous pensons que les small caps vont augurer un nouveau cycle de performance fort, comme ce qu'on a observé après la crise de la bulle Internet, donc de 2003 à 2007 avec une surperformance des small caps, mais également de 2012 jusqu'à mi-2018. Et bien 2023 augure enfin ce nouveau cycle de surperformance des small caps. Sur quelle période? J'espère le plus long possible, mais en tout cas, à moyen terme, nous, je veux dire, on est convaincus que les small caps vont revenir en grâce et vont se remettre à surperformer.
Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Louis qui va dire le mot de la fin. Donc voilà, vous avez compris que chez Gay-Lussac Gestion, nous sommes assez positifs sur les marchés actions et également obligataires, et principalement sur ce fameux marché des small caps. Donc voilà, comme disait Hugo, on voit un léger frétillement sur les flux, mais clairement, vous savez qu'on pense clairement qu'on est arrivé au pic de la sous-performance aussi de la classe d'actifs small cap par rapport à large cap, mais il faudrait voilà, que ces flux reviennent un peu plus forts, on l'espère au courant de l'année, et à ce moment-là, vraiment, la surperformance qu'on avait connue ces dernières années devrait revenir, et comme dit Hugo justement, 2023, j'espère on est à 2027, 2028, je sais pas. On devrait normalement avoir 5 belles années sur la classe d'actifs micro-small cap. Donc c'est vraiment le moment de se positionner maintenant pour profiter de ce vraiment bull market qu'on devrait avoir dans ces prochaines années. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et maintenant, on est ouvert à toutes vos questions. Merci beaucoup.